Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle boîte à malice. C'est parti pour 26 minutes de culture et plus encore. Avec au programme aujourd'hui une rencontre avec le cinéaste Emmanuel Mouret. Il était à Metz pour présenter son dernier film, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et autant dire que nous, on s'en est dit beaucoup des choses. Nous ferons une balade artistique et numérique grâce au parcours Vitrail qui va vous en faire voir de toutes les couleurs à Metz. Nous parlerons BD avec Séverine et connaîtrons enfin les secrets des tours de magie de Lord Martin qui compose désormais un duo de choc avec Tom. Mais tout de suite, nous allons retrouver l'artiste plasticien Mo. Installation, peinture, roman graphique, vous allez voir qu'il a plus d'une corde à son arc. Ouvrons la boîte à malice pour entrer dans son atelier. Crazy all night. Mo, bonjour. Oui, bonjour, et merci d'être venu à l'atelier, c'est gentil. Eh bien, merci justement de m'accueillir ici au milieu de tes œuvres. Si on est là, c'est parce qu'on te connaît, on te reçoit souvent sur Via Moselle TV et on avait envie quand même de revenir un petit peu sur ton parcours et puis se tenir au fait de ton actualité puisqu'il y a plein de choses qui se passent pour toi. Okay. Alors un petit mot peut-être sur la manière dont ça s'est dessiné pour toi. Ton enfance, une enfance bercée par des langues très différentes. Je crois que tu es de plusieurs origines. C'est clair. J'ai donc mes parents qui étaient commerçants et donc qui m'avaient fait élever par ma grand-mère. J'ai une vie très heureuse, hein, mais donc c'est ma grand-mère italienne qui m'a élevé. Et donc là, j'ai toute l'histoire de l'Italie qui reste collée, quoi. Et donc par la suite, j'ai fait des recherches généalogiques et là, j'ai capté tout ce qui venait du côté de mon père. Plutôt germanique, puisque sa famille venait de l'Allemagne du Nord, de la région de Königsberg, plus exactement de la ville de Günsterdorf. Et donc j'ai capté tout ce côté germanique et ça m'a permis d'avoir ce mélange un petit peu italo-germanique. Oui. Souvent quand on est artiste, on a tendance à dire qu'il y a toujours dans la famille un père, une mère, une grand-mère, qu'il était également. Est-ce que c'était le cas pour toi? Non, chez moi il n'y avait pas, non, plutôt quelques sportifs, oui. Mais non, des artistes, non, pas alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, le cheminement? Par quoi tu es passé? Disons tout bêtement, je fais encore partie de la génération qui allait faire l'armée. Donc j'étais au fin fond de l'Allemagne, à Friedrichshafen, là-bas, sous le lac de Constance. Et puis on ne faisait pas grand-chose. Donc j'ai capté un appareil photo et j'ai commencé à faire de la photo un peu partout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'attacher un petit peu à tout ce qui était artistique. C'est venu assez tard finalement? Voilà, oui, c'est venu. J'ai commencé vraiment à travailler au niveau artistique une fois que j'avais fini ma carrière entre guillemets professionnelle, quoi. Et là, j'avais du temps libre, donc j'ai commencé à peindre pour m'amuser un petit peu. Enfin, j'ai fait beaucoup de gravures aussi. Et en fait, j'ai délaissé la photo, qui m'intéressait beaucoup moins à une certaine période. J'ai rarement un pinceau en main. J'aime bien mélanger comme ça, simplement de l'eau, et puis travailler comme ça sur les toiles, quoi. Ça me permet de mettre plusieurs couches, de laisser sécher, de retravailler dessus après. Et donc depuis le départ, hein, je trace simplement une esquisse et ensuite je travaille tout de cette façon-là. Là c'est shut up, hein, j'avais envie de crier, envie de hurler un petit peu. Il y a une dimension parfois très ludique dans ton art. Je pense à toute la série Pekash, exactement. Là-bas, il y a la machine, par exemple, Nostradamus. Donc cette dimension ludique, une dimension également historique, on va le voir avec Regal Park, et puis aussi dans certaines toiles. Et puis cette proximité avec les gens, l'envie qui est de l'interaction. C'est vraiment ça le nerf de la guerre pour toi? Oui, c'est ça. J'aime bien faire passer quelques messages, hein, parce que c'est un peu je crois que c'est un petit peu le rôle des artistes aussi. Hein, des fois, peut-être de bousculer un peu. Hein. J'ai fait un Pekash avec une sculpture de Jésus que j'ai transformé, etc. Bon, parfois, lorsque les gens arrivent, ils sont un petit peu surpris, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi, hein, c'est partie de mon travail. Mais enfin, je n'aime pas
brusquer les gens de manière... j'aime pas me moquer, ou, enfin, c'est pas du tout le but, quoi. Oui, oui. Ouais. Et toujours ce plaisir à utiliser des matériaux différents, puis on le voit effectivement des toiles, des installations, donc ça c'est le plaisir à se renouveler, à être un petit peu une espèce de chercheur. Oui, ben voilà, justement, oui, c'est ça. Et c'est le fait de pouvoir aussi tester quelque chose, de se dire tiens, c'est un petit défi, on va essayer pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Bon, ça me plaît bien, quoi, cette espèce de défi, ouais, c'est important. Est-ce qu'on a parlé de tes origines, à la fois germaniques et italiennes? Est-ce que tu ressens justement une influence sur ton travail par rapport à ces origines? Je pense justement que quand tu parles de ludique, pour moi ça rejoint plutôt le côté italien de la chose, quoi. Oui. J'aime bien un petit peu quand c'est même un petit peu extravagant des fois. Et puis le côté germanique, c'est comme un peu le côté bien carré, bien rangé, bien travaillé, un petit peu sérieux, quoi. Et l'histoire aussi, c'est beaucoup du côté germanique, parce que j'ai vraiment une histoire qui m'a beaucoup marqué de ce côté-là. Je crois que les deux, ben, voilà, ça donne ceci, quoi. Et ces origines, elles ressortent également dans un ouvrage, un roman graphique, c'est comme ça que tu le définis particulièrement, Régal Park, le voyage de Willem. Roman graphique, encore un autre médium, encore une nouvelle tentative de nouvelles recherches. Bon là, pour ce premier roman graphique, j'ai voulu travailler en noir et blanc, puisqu'en fait c'est l'histoire de Willem qui pourrait être un de mes ancêtres. Et donc il part donc de Günsterdorf, de la région de Königsberg, suite à tout un tas de déboires de la planète, où les populations sont bousculées, sont obligées de partir, envahissent d'autres régions puisqu'ils n'ont pas le choix, et donc ça donne bien sûr beaucoup de bouleversements. Et donc on en arrive à ce que ça devienne invivable partout. Et en fait, à Günsterdorf, on entend la dernière émission qu'on peut entendre sur les ondes, c'est qu'il y aurait un pays dans la région espagnole, on ne sait pas trop exactement, sur l'Atlantique sans doute. Un pays comme ça où les gens vivraient encore, où auraient réussi à remonter quelque chose d'un peu sérieux et pourraient vivre quelque chose de correct. L'idée de Willem, c'est d'arriver à Régal Park, donc, qui est ce pays imaginaire ou réel, on ne sait pas trop. Donc il veut arriver là-bas, et lorsqu'il va arriver à Régal Park, les choses vont sans doute être plus blanches que noires, donc on pourra espérer vivre quelque chose d'autre, quoi. Alors, comme à chaque fois, j'aime bien terminer mon interview avec un questionnaire personnalisé. Ça, c'est un questionnaire autour des mots, puisque tu t'appelles mots. Donc ma première question serait, quel mot définirait le mieux ton travail? Bon, déjà, il y a l'histoire de la recherche, on en a parlé tout à l'heure. J'aime bien chercher, c'est vrai que j'aime bien fouiller, chercher. Quand il y a quelque chose qui apparaît, je veux comprendre pourquoi ça fonctionne, etc. Je crois qu'au niveau rechercher et tester, ouais, ça m'intéresse, la recherche, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Recherche, ce serait ça le mot qui te correspondrait le mieux. À l'exception de l'art, quel est ton remède aux mots? Je pense que c'est les gens, j'aime bien le contact avec les gens. J'aime bien, par exemple, quand j'étais en Indonésie, on m'a demandé, un restaurateur qui était très sympa est venu me voir. Il me demande qu'est-ce que tu aimes bien ici, est-ce que c'est les plats, hein? Je dis non, c'est les gens. Et il était surpris, mais c'est vrai que c'est les gens, j'aime bien. Et le partage avec ça. Ouais, j'aime bien rencontrer les gens. Qu'est-ce qui te pousse à dire des gros mots? J'ai horreur de la justice et j'ai horreur des gens qui causent pour causer. En fait, ce qu'ils disent n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent, et ça me gêne, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup. Bon, je te donne le dernier mot. On se procure Régal Park. Voilà, ça c'est l'actu. Si vous voulez passer un moment, bon, c'est une petite parenthèse, un moment à passer ensemble, il n'y a pas de souci. Eh bien voilà, c'est noté, et puis on continuera à prendre de tes nouvelles régulièrement. Avec grand plaisir, c'est quand vous voulez. En attendant que les expositions reprennent, on espère très très vite. Ouais, ça c'est vrai aussi. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui. À bientôt. Merci, au revoir. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, 2 rendez-vous évidemment à ne pas manquer, à commencer par les Journées européennes de la culture juive en Lorraine. Elles vont se dérouler jusqu'au mois de décembre prochain. Et vous vous demandez sûrement, eh bien la culture juive, c'est quoi? Quel est le programme très exactement? Eh bien pour le savoir, Gaëlle Thiss a posé 3 questions à Désirée Meyer, la présidente des JECJ. Écoutons-la. En une phrase, comment définiriez-vous la culture juive? Je dirais que marquée par les voyages, c'est une culture des questionnements, de l'altérité
et de la pluralité, donc de l'universel et peut-être de tout ce dont on peut avoir besoin aujourd'hui. Donnez-moi donc 3 raisons de participer aux Journées européennes de la culture juive. La première raison, c'est l'ouverture, sans doute, l'ouverture sur le monde. La deuxième, c'est que ce n'est pas dans la culture juive, ce n'est pas que la culture juive, c'est toujours partant de la culture juive, une approche de l'universel et une approche de l'autre. Et ensuite, parce que nous avons fait un programme, nous avons construit un programme qui prend en compte les éléments de crise que nous avons traversés et que nous traversons encore, et auquel nous avons fait participer de nombreuses associations messines, jouant la carte des synergies positives, des solidarités inspirées. Que vous inspire ce thème, voyage et migration? Au fond, le véritable voyage, c'est justement celui qui va vers l'autre et le voyage intérieur que l'on peut faire. On a vu durant les événements récents que 53% des utilisations, même Internet, étaient des utilisations culturelles. Et les ressources de la culture nous semblent extraordinaires justement pour répondre à ce que nous vivons. Et par conséquent, les voyages, tous les voyages que l'on peut entreprendre et qui enrichissent d'ailleurs aussi les voyages spatiaux, ce sont d'abord les voyages artistiques, les voyages culturels, les voyages intérieurs. Et c'est exactement comme ça que nous avons essayé de traiter notre programme. Colloques, expositions, concerts et plus encore, le programme est vaste, alors allez faire un tour sur le site qui est apparu sur l'écran pour avoir tous les détails et notez que les Journées européennes de la culture juive en Lorraine se déroulent jusqu'au 13 décembre prochain. Direction maintenant l'espace culturel de Romba pour y faire connaissance avec François Bétain, de retour avec une très belle exposition. François Bétain, pour rappel, est né à Moyeuvre-Grande, il a étudié les beaux-arts du côté de Metz avant de partir vivre à Bruxelles, en Belgique. Peintre, graphiste, scénographe, il puise son inspiration dans le corps, les arts premiers, le paysage ou encore la musique et il s'est livré sur son travail à nos confrères de Romba Télévision. Je pars de rien pour aller vers quelque chose pour remplir ou ne pas remplir. En l'occurrence, sur les séries Bali, j'ai commencé un travail de non-remplissage, c'est-à-dire que je me forçais à pas remplir, à pas faire. Alors c'était plutôt un travail méditatif, un travail contemplatif et de ne pas en mettre de trop. C'est très difficile de s'arrêter. Moi, je travaille déjà toutes les techniques. J'ai des encres, j'ai de l'acrylique, j'ai des gouaches, j'ai des huiles, j'ai des vernis. J'aime vraiment beaucoup la couleur, donc des fois voilà. Donc, et puis les encres, beaucoup de choses qui sont en encre de Chine. François Bétain, dont l'exposition est à découvrir jusqu'au 19 septembre prochain du côté de l'espace culturel de Romba. Et si vous ne souhaitez pas sortir, que vous préférez rester chez vous, bien au chaud, dans votre canapé, avec un bon livre, mais que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, eh bien pas de panique, Séverine est là, toujours avec sa sélection des meilleures BD du moment, et en voici une rien que pour vous. Alors, c'est la rentrée, il y a plein de belles nouveautés et la première dont je vais vous parler, c'est La dernière rose de l'été, un album de Lucas Harari aux éditions Sarbacane qui vient tout juste de paraître. Lucas Harari, il est assez jeune, c'est son deuxième album seulement. Le premier, c'était celui-là, ça s'appelait L'aimant. On avait adoré déjà, c'était paru en 2017. Et là, Lucas Harari revient dans un registre différent. Plutôt que lynchien, on pourrait dire hitchcockien. C'est un polar. L'histoire de Léo, ce jeune homme qu'on voit sur la couverture, qui est un apprenti écrivain et qui bosse dans un lavomatique à Paris c'est un boulot alimentaire. Il croise un jour son cousin qui lui demande d'aller garder une maison en bord de mer parce qu'elle est en travaux et que lui va partir avec sa maîtresse en voyage, bref, il a autre chose à faire. Donc Léo se retrouve dans une jolie ville balnéaire, dans un quartier riche, il se dit qu'il va passer des vacances tranquilles, mais c'est sans compter sur la jeune voisine séduisante et à laquelle il arrive des choses bizarres, des disparitions aussi, le bruit des ouvriers qui font des travaux, bref, c'est beaucoup plus tendu qu'on imagine et que ce à quoi il s'attendait lui. Le résultat, c'est un album aux couleurs complètement dingues. Je vais essayer de vous montrer. Les couleurs sont très très belles, ça évoque l'été. C'est pour poursuivre l'été, justement, qui va bientôt s'en aller. Un polar
étrange aussi. Luca Harry, il est capable de nous filer un sentiment d'inquiétude comme ça, assez surprenant. Ces cases ressemblent à des cases de cinéma, son style, c'est de la ligne claire, un peu rétro. C'est vraiment grandiose, on a adoré et on va avoir le plaisir de le recevoir en dédicace, cet auteur, donc on est ravis. Voilà, très, très bel album, ce qu'on appelle un one-shot, une histoire complète qui s'appelle La dernière rose de l'été. Voyons maintenant ce qu'il se passe du côté des salles obscures. Il se trouve qu'il y a quelques jours, le cinéaste Emmanuel Mouret était de passage au club à Metz pour présenter son dernier film, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, un film qu'on a adoré. Alors on a voulu en savoir plus à la fois sur le film et sur Emmanuel Mouret. Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi. Pourquoi c'est impossible? Parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. C'est une sorte de fresque sentimentale, d'ode à notre inconstance et à notre indulgence. C'est plutôt un film qui réunit un certain nombre de contradictions et de situations amoureuses qui peuvent être différentes et dont il est très difficile parfois de tirer une conclusion. Moi j'aime bien en tout cas penser que en tout cas un film est là plutôt pour consoler, justement en ne donnant pas des conseils et en se disant que en effet les choses sont ambivalentes et que c'est peut-être pas si grave que ça. Voilà. Tu disais pas parfois en observant ton ami que c'est toi qui aurais dû être à sa place? Je savais pas très bien ce que j'éprouvais. Mais t'étais amoureux d'elle, c'est assez évident. Sinon ça aurait pas été aussi cruel. L'amour à deux, oui, c'est complexe. Et d'ailleurs, une idée de titre du film aurait pu être l'amour à deux quand on est plusieurs. Parce que être deux, mais vivre à plusieurs et avoir un cœur aussi qui est sensible à d'autres personnes. Le cœur est parfois malléable, parfois s'émeut, parfois se pose des questions, parfois... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est des situations et de fouiller des situations. Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié. J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée. Non, sinon j'aurais pas couché avec toi. Pourquoi tu voulais coucher avec moi alors? Parce que t'étais mariée. Pensant que justement, t'allais pas vouloir recommencer. Quand on fait des films, on pense d'une certaine manière à autre chose. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Jean Dubuffet qui dit « C'est dans l'ennui et l'isolement que l'on crée son propre théâtre de fête et d'enchantement ». Et pour moi, j'aime bien cette idée du cinéma comme un théâtre de fête et d'enchantement. Voilà. Même si ce qui est raconté peut être cruel ou tragique et tout ça. Mais il y a une façon de chanter ou de célébrer le monde. Voilà. Je sais pas ce que je veux. Enfin, si, mais non, enfin bon, quand même. Toi, tu pourrais vivre résigné. Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il à ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de la compagnie de l'autre? Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites? L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement. Je vous propose un questionnaire, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. En amour, quelles choses rêveriez-vous que l'on vous dise? Je dirais tout dépend qui me le dit. Parce que quelque chose qu'on pourrait me dire, qui soit un mot tendre, un mot d'amour, certaines personnes peuvent nous le dire, ça pourrait être même un souci, un problème, voire un cauchemar, et d'autres personnes un rêve. Donc ça dépendrait de qui le dit. Quelle chose regrettez-vous d'avoir fait? Je pense que la chose en particulier, peut-être que c'est ne pas avoir assez dit à quelqu'un combien justement on tenait à la personne, voilà.
C'est parfois les mots qu'on leur retient. Qu'est-ce qui vous rend tout chose? Oh, ce qui me rend tout chose, un sourire. Voilà. Un sourire qui m'est adressé. Et si vous étiez une chose? Une chose douce, je sais pas, le ventre d'une femme, voilà. Parce que c'est pas une chose. Le ventre d'une femme, pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, allez voir ce très beau film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, avec Nils Schneider, Camélia Jordana ou encore Vincent Macaigne. Je suis sûre que ça va vous donner envie de philosopher sur l'amour. En parlant d'amour, on aurait bien envie de flâner, là en ce moment, puisque l'été indien est à notre porte. Et pourquoi pas le faire dans les rues de Metz, puisque désormais, une très belle balade vous est proposée, un parcours vitrail. Il s'agit d'un parcours artistique et numérique qui va vous permettre notamment de découvrir le patrimoine autrement. Voici un reportage de Jean-François Ambroise qui en a pris plein les yeux. Suspendus dans la nef de la basilique Saint-Vincent de Metz, les piliers colorés s'accordent avec les vitraux pour proposer un jeu de lumière. Les couleurs franches et saturées s'emparent de l'espace, du volume qu'offre l'édifice, désacralisé en 2012. Des jeux chromatiques recherchés par l'artiste Elsa Tomkowiak, ici en visioconférence. La lumière vient créer un espèce d'effet, voilà, animer en tout cas aussi la couleur. Et puis on a l'impression comme d'un collage dans l'espace. Voilà, puisque la lumière rentre différemment dans les tubes que dans l'édifice. Il y a un jeu comme deux espaces qui se superposent. L'installation prend place au sein du parcours Vitrail, fruit d'une collaboration entre Constellation de Metz et les célébrations des 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne. Le parcours invite le public à lever les yeux et à découvrir la collection exceptionnelle de vitraux présente à Metz. 6 édifices jalonnent le parcours. Avec ses 6500 mètres carrés de vitraux, la cathédrale de Metz n'y échappe pas, et à l'intérieur ce sont des sculptures numériques qu'il faut découvrir avec son téléphone ou sa tablette. L'idée c'était de créer une œuvre avec des sculptures numériques, virtuelles et qui ne prennent pas de place dans l'édifice. Donc nous avons imaginé un projet en réalité augmentée. Nous avons créé une déambulation dans la cathédrale où les personnes auront une carte avec les différents endroits à déclencher dans la cathédrale, et une fois que la personne regarde les vitraux, ça déclenche la sculpture numérique, donc interactive. À quelques pas, rue Mazel, l'église Saint-Maximin se part d'un bleu immaculé, dénote l'étoile rouge de l'artiste Isabelle Adélus, et impossible de passer à côté des vitraux dessinés par Jean Cocteau. 4 artistes se sont associés au parcours Vitrail, avec comme fil conducteur la couleur et la lumière. On fait aussi découvrir comment cet art inspire des artistes contemporains qui ont travaillé autour du thème de la couleur et autour du thème de la lumière, et donc qui proposent des installations artistiques dans ces 3 édifices pour montrer aussi voilà, de quelle manière le vitrail est un art qui est encore source d'inspiration aujourd'hui et source de création. Dans les 6 édifices, des vidéos drôles et décalées offrent des clés de lecture pour comprendre la signification de certains vitraux, ainsi que les techniques de fabrication. Le parcours Vitrail est accessible du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Comptez 2 heures pour faire la balade complète. Très beau parcours dont vous allez pouvoir profiter jusqu'au 15 novembre prochain. Je suis sûre d'ailleurs que l'étonnant Lord Martin pourrait faire apparaître et disparaître des vitraux à foison. On lui demandera à l'occasion. En attendant, ce que je vous propose, c'est de le retrouver tous les 15 jours dans la boîte à malice afin qu'il nous livre les secrets de ses tours. Ça commence aujourd'hui pour une saison complète. Et attention, pour l'occasion, il n'est pas seul. Voici Tom et le Lord. Salut à tous. Aujourd'hui, voici le fameux tour du foulard qui va se transformer en... Je peux le dire? Non, pas maintenant. Je peux le dire? Non, pas maintenant. Attention. C'est maintenant. En œuf. En œuf. Un œuf. Bon, voici l'explication. Pour le faire, il faut un œuf et à l'intérieur, on a mis un... Foulard. C'est très simple. Voyez? Donc maintenant, on va vous expliquer comment concevoir l'œuf, faire le trou à l'intérieur. D'accord? On y va? Suivez-nous.
Maintenant que vous avez compris comment faire le trou dans l'œuf, voici la présentation. Très importante. Vous tenez votre main gauche d'une façon naturelle, avec l'œuf à l'intérieur, bien sûr. Vous prenez votre foulard rouge, vous l'introduisez dans l'œuf, comme ceci. Voilà, vous voyez, comme ceci. Vous le mettez, vous enfoncez bien dans l'œuf. Ensuite, vous pouvez montrer l'œuf. Très important, il ne faut pas le retourner. Sinon, on voit qu'il y a un trou. Si vous le retournez, c'est pas grave. Vous prenez le trou, on peut le retirer. Tenez, on le place ici, en attendant. Là, évidemment, le public sera déçu. Il n'y aura pas de magie. Mais si vous voulez de la magie, vous prenez l'œuf. Vous prenez un verre, cote, et magie. Là, vous allez me dire où se trouve le foulard. Pour récupérer le foulard, c'est très simple. Il est ici. Vous prenez le foulard, vous tirez, il sort, et voici le foulard. Par contre, ça fait mal, hein. Un tour qui n'est pas quand même sans danger, alors faites bien attention à la maison et rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles aventures de Tom et le Lord. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice, mais vous pouvez m'adresser vos idées malicieuses à l'adresse alicia@moselle.tv, recettes, agenda, clips en tout genre. Nous on se quitte en musique avec l'auteur-compositeur-interprète Phrasiac qui est de retour avec une nouvelle chanson déconfinée cette fois, un faisan sur ma fenêtre. Il l'a interprété avec le multi-instrumentiste Philippe Gonan. Et vous allez voir que c'est une chanson de circonstance, c'est la rentrée imminente des chasseurs. Allez, vous allez voir. Bye bye. Bientôt l'ouverture de la chasse, quelques affamés de chasseurs avaient engraissé sa carcasse pour mieux le plomber à son heure. Sûrement bien plus intelligent que la plupart de ses congénères, il avait tout seul comme un grand su jouer les filles de l'air. Gibier de potence insoumis à la dictature des guignols, empâté en farce en rôti, finira pas à la casserole. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.